Le nuage étant harmonisé, on va pouvoir maintenant regarder sa forme. Sa forme ne va plus dépendre des unités de mesure. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir une image approchée. Bien. On va essayer d'avoir une image approchée dans un espace de faible dimension. Bon. L'espace le plus petit, si on peut dire, qu'on connaisse, c'est l'espace à une dimension. Donc la question c'est, est-ce que je peux représenter mes points dans un espace à une dimension? Ce qu'on va appeler une représentation axiale. On a déjà fait ça en statistique descriptive. On représente les points sur un axe, représentation axiale. Et bien ici, on veut aussi faire une représentation axiale. Et la question c'est, quelle est la meilleure représentation axiale de NI? Alors évidemment, au début, ça paraît un peu bizarre. Mais attendez, on est dans un espace qui est très gros, vous voulez tout résumer dans un axe. Ben, je vais essayer. Je vais bien voir si c'est possible ou si c'est pas possible. Si ça se trouve, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est possible? Ça veut dire que mon nuage de points, en fait, il remplit pas tout l'espace. De même que sur un graphique en XY, je peux avoir tous mes points alignés. Ben, dans ce cas-là, autant prendre l'axe pour représenter mes points. Très bien. Bon, ben, dans un espace à plus de dimensions, c'est plus compliqué, mais l'idée est la même. On va essayer d'obtenir une image approchée. Ça, c'est le terme clé. Une image approchée, et dans un premier temps, on va être très dur sur les contraintes, on va dire, on veut une image approchée en une dimension. Une dimension, on va chercher la meilleure représentation axiale. Comment on va faire pour l'obtenir? Alors, on va le détailler, on va l'obtenir en projetant le nuage NI sur un axe. Alors, c'est ce que représente ici le graphique. Donc ici, vous reconnaissez l'espace RK, vous reconnaissez le point MI et le nuage NI, eh bien je cherche une direction que je représente ici par son vecteur unitaire U, et ce que je vais faire, je vais projeter le point MI sur cet axe, et je vais appeler HI, comme d'habitude, la coordonnée de la projection de MI sur U. Remarquez au passage que l'origine, c'est le centre de gravité de mon nuage, puisque de toute façon, j'ai centré le nuage. Bien. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on va projeter. Donc toute la question consiste à trouver un vecteur U astucieux. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur U astucieux? Voilà. Alors un vecteur U astucieux, c'est un vecteur tel que, en projetant, je déforme le moins possible le nuage. Je vais le déformer, à tous les coups. Je sais bien. Et tant qu'à le déformer, je vais le déformer le moins possible. C'est bien ça l'idée d'avoir une image approchée du nuage NI. Je vais essayer de le déformer le moins possible. Alors, où se fait la déformation? La déformation, elle se fait de la façon suivante. Lorsque je projette MI en HI, par projection, je ne peux que réduire la longueur. Je ne peux que réduire. En projection, je ne peux que réduire. C'est le théorème de Pythagore. Donc, si je veux déformer le moins possible, il faut que je réduise le moins possible. Il faut que les OHI soient les plus grands possibles. Alors, voilà mon critère. Je vais chercher un axe qui déforme le moins possible. Et pour déformer le moins possible, sachant qu'en projection, je ne peux que réduire les distances à l'origine, autrement dit, OHI est forcément plus petit que OMI, ça c'est sûr. C'est sûr, puisque OMI carré plus est égal à OHI carré plus MIHI carré. Donc je vais essayer de rendre ceci le plus grand possible. Voilà l'idée. Alors, pour le rendre le plus grand possible, je vais passer au carré, parce que si je fais la somme des OHI, évidemment, ça va faire 0, la somme des OHI, puisque mes données sont centrées. L'origine est au centre de gravité. Donc l'idée, ça consiste à dire, ben voilà, ce que je vais faire, c'est trouver un vecteur U tel que les OHI soient les plus grands possibles. Donc le premier critère qui vient à l'esprit, si on peut dire, c'est somme des OHI carrés maximum. Je ne peux pas rendre chacun maximum. Il me faut un critère global. Je peux optimiser qu'une seule quantité. Cette quantité, c'est la somme des OHI carrés. Bon. Donc là, vous avez en tête simplement, on veut déformer le moins possible le nuage. Ok. Alors il y a une autre façon de voir les choses. Que représente OHI carré? C'est la distance à O, très bien. Cette distance à O, c'est le centre de gravité. Donc c'est ma distance au centre de gravité. C'est un écart au point moyen. Mais ça, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Une somme des carrés des écarts au point moyen, c'est ce qu'on appelait une variance. Donc ici, on pourrait dire, en fait, ce qu'on recherche, c'est une direction de variance maximum. Voilà. Somme des OHI carrés maximum,
Ça veut dire on va rechercher une direction de variance maximum. Alors on pourrait dire de variabilité maximum. C'est-à-dire que je cherche une direction telle qu'en projection, mes points sont les plus étalés possibles. Axe de variabilité maximum. Alors, en analyse des données, notamment en France, on utilise souvent des termes de mécanique. Alors, on ne va pas parler de variance, on va parler d'inertie. Inertie, c'est masse par carré de distance. Et puis, on va pas parler de point moyen, on parle de centre de gravité, mais ça, on l'a déjà fait. C'est une notion de mécanique, ça. Alors, ici, j'ai représenté 1 sur i. Le 1 sur i, qu'est-ce que c'est? Le 1 sur i, c'est le poids. Je viens de dire l'inertie, c'est masse par carré de distance. Dans notre exemple, tous nos individus auront le même poids. Mais conceptuellement, on peut imaginer que tous nos individus n'ont pas le même poids. Je peux considérer, c'est le cas, si vous voulez, notamment, lorsque mes individus sont eux-mêmes des sous-populations. Donc je mets comme poids l'effectif de la sous-population. Donc on peut imaginer des situations où on n'a pas le même poids. Donc il faut le prévoir, premièrement. Et deuxièmement, d'un point de vue technique, il faut que la somme des poids soit égale à 1, c'est très commode. Donc dès l'instant que tous mes individus ont le même poids, ils ont le poids 1 sur i, pour que la somme soit égale à 1. Donc voilà ici l'origine du 1 sur i. Pour optimiser, ça ne change rien sur le vecteur u, on est bien d'accord. Le vecteur u, il n'a pas changé avec le 1 sur i. Par contre, si j'avais des poids différents, ça ne serait pas le même. Alors voilà pourquoi ça s'appelle axe d'inertie maximum. L'inertie, masse par carré distance. Le 1 sur i, c'est le poids de l'individu i, sachant que dans le cours d'aujourd'hui, tous les individus ont le même poids. Ça pose pas de difficultés conceptuelles. On peut imaginer qu'un individu soit présent 2 fois, c'est comme s'il avait le poids 2, aucune difficulté conceptuelle, ni pratique, parce que dans tous les logiciels, vous pouvez indiquer telle variable me sert à introduire des poids. Donc il n'y a pas de difficulté. Bon, je peux rechercher donc cet axe d'inertie maximum. Mais, si vous voulez, j'ai été très sévère en disant je veux une image approchée de mon nuage de points en me limitant par une représentation axiale. Je suis très sévère quand je dis ça. L'autre idée, c'est de dire mais non, tant qu'à faire, autant prendre un plan et de rechercher la meilleure représentation plane de NI. Bon, alors cherchons la meilleure représentation plane de NI, c'est-à-dire comment disposer mes points sur une feuille de papier, de façon à déformer le moins possible le nuage. Voilà. Alors on va procéder comme tout à l'heure. Alors regardez ici, je me place dans l'espace RK, j'ai toujours mon point MI, l'origine toujours confondue au centre de gravité. C'est le même espace, sauf que cette fois je m'intéresse non plus à un vecteur U, mais je m'intéresse à un plan P. Et puis je vais projeter les points sur ce plan. Donc MI se transforme en HI. Je garde la même notation parce que c'est commode. Maintenant, comment choisir le plan P? Voilà. Sur quels critères? Je vais utiliser le même critère. Je veux que mon nuage soit le moins déformé possible. Lorsque je projette, les distances diminuent forcément. Donc si je veux déformer le moins possible, il faut que j'obtienne des OHI aussi grands que possible. Et vous voyez ici, avec ces notations, qui ne sont pas luxueuses, mais qui ont des avantages, je suis ramené à rendre au maximum le même critère. C'est-à-dire que OHI carré, qu'est-ce que c'est? C'est le carré de la distance entre O et le point HI. Je veux que tous ces OHI soient grands dans l'ensemble, donc je les élève au carré pour éviter, comme on a vu, le fait que la somme vaut 0. Et puis, je fais la somme parce que je ne peux pas les rendre chacun maximum, évidemment. Alors, je vais obtenir ce qu'on appelle un plan d'inertie maximum. Voilà. Donc, j'ai cherché la meilleure représentation axiale. Ce qui est difficile, c'est de mettre le critère. Après, on trouvera toujours la méthode pour le faire. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, je recherche la meilleure représentation plane. Bien. J'ai défini mon critère. Encore une fois, c'est ça qui est important. C'est pas tellement la technique qui permet d'y arriver, c'est de bien définir le critère. Si vous connaissez le critère, vous comprenez ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de savoir comment on fait. Quand vous étiez en prépa que vous inversiez des matrices, peu importe la façon
vous inversez la matrice. Ce qui compte, c'est d'avoir la matrice inversée. Là, c'est pareil. Peu importe la technique algorithmique qui va me permettre de trouver le maximum, ce qui compte, c'est que je sache bien quel est mon critère et que je le comprenne. Alors ici, on a un premier résultat qui est tout à fait exceptionnel. C'est que les deux solutions sont emboîtées. Deux solutions, la solution à une dimension et la solution à deux dimensions. J'ai cherché la meilleure représentation axiale. J'ai cherché un axe U. Bien. Maintenant, je recherche le meilleur plan. Eh bien, le meilleur plan contient le meilleur axe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pas tellement pour vous, parce que cette propriété est tellement importante que pour vous, elle va de soi. Non, elle va pas de soi. Si je change de critère, je perds cette propriété. Si au lieu de prendre la somme des carrés, je prends la somme des valeurs absolues, je n'ai plus cette propriété. Cette propriété de l'emboîtement des solutions. Qui fait que cet emboîtement des solutions nous permet de dire, je considère la solution à une dimension. Si ça ne me suffit pas, je regarde la solution à deux dimensions. Je n'ai pas à choisir. La solution à deux dimensions, c'est la première plus quelque chose qui l'enrichit. Alors, il y a plus. Alors, du coup, j'appelle U1 le premier axe. Le premier axe, c'est celui qui me donne la représentation axiale d'inertie maximum. Je le place dans le plan P, ce que j'ai fait ici. Et puis, comme un plan est généré par deux dimensions, je calcule U2. Bien. Alors, U2, est-ce que U2 bénéficie d'une propriété? Oui. C'est une propriété étonnante. U2, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe d'inertie maximum avec la contrainte d'être orthogonal à U1. Je suis obligé de mettre une contrainte, parce que si je recherche deux fois de suite l'axe d'inertie maximum, je tombe sur le même. Donc là, je recherche l'axe d'inertie maximum. Je trouve U1. Maintenant, je m'oblige à être orthogonal à U1. Je recherche la direction d'inertie maximum. Maintenant, je tombe sur U2. Eh bien, U1, U2, c'est le meilleur plan. C'est ça l'emboîtement des solutions. C'est l'emboîtement des solutions avec le même critère. Donc cette propriété, encore une fois, elle est très précieuse. Elle va de soi, parce que c'est vraiment ce qu'on attend, mais en fait, c'est elle qui nous impose le critère. Donc si vous avez des personnes qui disent « Ah, mais ça serait intéressant de repenser l'ACP en mettant des sommes des valeurs absolues », ouais, c'est intellectuellement intéressant, mais il faut savoir qu'on va perdre beaucoup de propriétés, à commencer par l'emboîtement des solutions. Et l'emboîtement des solutions, si vous voulez, pour un praticien, c'est terrible, parce qu'il est toujours en train de se dire « Mais qu'est-ce que je prends ?» Là, vous n'avez pas à vous demander ce que vous prenez. Vous prenez une représentation d'une richesse qui vous convient. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vital pour l'analyse. Alors, plus généralement, alors qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? On a recherché un premier axe. On a recherché un deuxième axe orthogonal en premier. Est-ce qu'on ne peut pas en rechercher un troisième? Ben si. On peut rechercher un troisième axe d'inertie maximum qui soit orthogonal aux deux premiers cette fois. Et puis une fois qu'on a trouvé un troisième, on peut en chercher un quatrième d'inertie maximum, mais orthogonal aux trois premiers. Alors c'est pour ça qu'on va les dire que l'on recherche une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Tous ces axes sont d'inertie maximum, simplement ils sont orthogonaux à quoi? Eh bien, chaque axe est orthogonal aux axes déjà trouvés. Si vous préférez, aux axes de rang inférieur. Alors ça s'écrit comment ça? Voilà la formulation. Je recherche un vecteur US. Donc petit s, c'est la lettre qui représente le rang. Donc le premier axe c'était U1, deuxième axe U2, troisième axe U3, etc. Bien. C'est un vecteur unitaire de l'axe de rang S. Je vais appeler HIS, cette fois je suis bien obligé de mettre un numéro, la projection de MI sur l'axe US. Donc la projection de MI, c'est HI, mais là je suis obligé de préciser sur quel axe je projette. Donc d'où l'exposant S ici, HIS. Et puis ce que je veux trouver, c'est un axe d'inertie maximum. Donc je réécris mon critère, sauf que avant j'avais juste OHI, maintenant j'ai OHIS au carré. Donc je veux que ceci soit maximum, très bien. Et comme contrainte, eh bien c'est d'être orthogonal aux axes déjà trouvés. Ce que j'écris ici, US orthogonal à UT pour T plus petit que S. U2 est orthogonal à U1, encore une fois. U3 orthogonal à U1, U2. U4 à U1, U2, U3, etc. Voilà. Ça, c'est ce que je veux faire. Oui, il y a une question.
Bon, alors la question, je répète la question pour nos amis qui nous écoutent depuis la planète Mars. Pourquoi va-t-on au-delà de 3, sachant que de toute façon, on ne pourra pas représenter un espace de plus de 3 dimensions. Donc ça, c'est une question tout à fait légitime. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en pratique, on va regarder par exemple la meilleure approximation plane sur le plan 1-2. Axe 1 et 2, c'est ce que fait la pratique. Tous les praticiens font ça. 95% des praticiens se contentent de ça. Mais on peut regarder derrière et puis combiner 3 et 4 qui vont nous donner un autre éclairage sur les données, qui sera minoritaire, certes, mais qui peut être intéressant dans une perspective d'analyse. C'est une première réponse dont vous ne voyez pas encore tous les contours, dont vous verrez mieux les contours avec un petit peu de pratique, de dire, là, on a cherché une image approchée, on va dire majoritaire, et puis une fois qu'on l'a obtenue, on peut se poser la question, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éclairages intéressants qui mettraient en évidence d'autres particularités du nuage? Alors, il y a des applications, nous on en a quelques beaux exemples, dans lesquels on est amené à interpréter plusieurs axes. Plus de 2. Alors, la solution, j'ai presque envie de dire, ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est que vous sachiez qu'on recherche des axes d'inertie maximum. Après, alors je vous dis comment on fait, parce que le mot est quelquefois utilisé. Ça, c'est pour nos amis qui sont habitués au calcul matriciel. Alors, la solution, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez de la matrice des corrélations. C'est la matrice dans laquelle on a en ligne en colonne des variables et qui regroupe tous les coefficients de corrélation. Eh bien, cette matrice, elle admet des vecteurs propres et des valeurs propres. Donc, on réalise ce qu'on appelle une opération de diagonalisation de cette matrice. Et ce sont les vecteurs propres de cette matrice qui sont les axes. Si vous ne le savez pas, ça n'a aucune importance. Simplement, on voit de temps en temps apparaître le mot vecteur propre et valeur propre dans les listings. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. On devrait parler de vecteurs d'inertie maximum. Et les valeurs propres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les valeurs propres, ce sont justement les quantités maximisées. Vous savez, les sommes des OHI carrés. Eh bien, ça, ce sont les valeurs propres. Bien. Donc, quelquefois, dans les listings, il y a écrit valeur propre au lieu de voir inertie projetée. Un peu par habitude. Mais vous voyez, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre la signification de la chose. À savoir que c'est une inertie projetée. Après, que ce soit une valeur propre, un déterminant, autre chose, ça a moins d'importance. D'accord? Mais on retrouve quelquefois ce terme, et voici l'explication. Et puis, certains d'entre vous peuvent être peut-être plus curieux s'ils s'intéressent aux méthodes de savoir ce qu'il y a derrière en matière d'optimisation. Mais encore une fois, ce qui est crucial, ce que vous ne pouvez pas ignorer, c'est le critère, la façon dont on le maximise. Si au lieu de faire ceci, on avait un algorithme itératif, bon. D'ailleurs, soit dit en passant, pour trouver les valeurs propres et vecteurs propres, ce sont des algorithmes itératifs, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, nous allons appliquer cette technique à un petit jeu de données qui devient très fameux parce qu'il est très simple. À l'origine, d'ailleurs, ce jeu de données, c'était un jeu de données d'étudiants qui avaient pris ça comme sujet d'examen. Voilà. Alors, c'était il y a un certain temps, hein. Ils avaient pris ça. Alors, de quoi s'agit-il? On a des villes de France que vous reconnaissez. Donc, l'étudiant avait sélectionné 15 villes de France. J'ai gardé la sélection d'étudiants. On a les 12 mois de l'année et vous avez ici les températures moyennes mensuelles. Alors, c'est un tableau qui a été pris dans le Quid. C'est des moyennes mensuelles sur 30 ans, donc c'est des nombres très, très solides, hein. Alors, vous voyez, 5-6 degrés, c'est la moyenne, température moyenne en janvier à Bordeaux. Alors, nous sommes à Rennes. Ici, nous sommes novembre-décembre, hein, 7-8, 5-4. Donc, ce matin, vous voyez, il faisait -3. Votre voisine de palier vous a dit il fait froid pour la saison. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Elle a parfaitement intégré que les moyennes, hein, mensuelles sont bien supérieures normalement. Voilà. Alors, ce tableau, on va en faire l'analyse en composante principale. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Vous voyez bien qu'en France, il ne fait pas la même température partout. Bien. Maintenant, il y a de la variabilité. Comment allons-nous examiner cette variabilité? Voilà. Alors, il y a plusieurs angles d'attaque. L'angle ici qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Une ville va être caractérisée par un profil de température. Je vous ai mentionné la température à Rennes au mois de décembre, enfin novembre-décembre parce que ça nous concerne aujourd'hui, mais moi, Rennes, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble de ces 12 températures. Ça va être son profil de température. Puis à Brest, j'ai un autre profil. À Bordeaux, j'ai un autre profil. Et je veux attaquer ce tableau de données
la variabilité de ce tableau de données sous l'angle de variabilité entre les profils. Quelles sont les villes qui ont des profils de température qui se ressemblent? Donc c'est pas des villes qui ont la même température en janvier ou en décembre. C'est des villes qui ont globalement, quel que soit le mois de l'année, la même température. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Première étape, sur quoi j'insiste? J'insiste sur le fait multidimensionnel. Je ne m'intéresse pas à une température en particulier, je m'intéresse au vecteur des 12 températures. C'est ça qu'il faut que vous notiez. Notion clé, le profil des températures. 1. Et puis, une fois que j'ai ces profils, je m'intéresse à la variabilité de ces profils. 2. Vous notez ça, et quels que soient vos jeux de données, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça que vous arriverez à des résultats clairs et intéressants, et surtout que vous comprenez bien ce que vous faites. Ça peut vous paraître bizarre que j'insiste beaucoup là-dessus, comprendre bien ce qu'on fait. Vous pouvez dire, mais on comprend ce qu'on fait. Non, il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font, parce qu'ils utilisent des techniques qu'ils ne maîtrisent pas bien. Il suffit de cliquer. Pour avoir tous les résultats qu'on fait ici, en 2 clics, c'est fait. Vous voyez? Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Alors allons-y, j'ai donc un nuage de combien? 15 points, j'ai 15 villes. Et ces villes, elles sont dans un espace à 12 dimensions, parce que j'ai 12 températures. D'accord? Mais moi, ce sont mes variables. Voilà, donc j'ai mon nuage de 15 points dans un espace à 12 dimensions. Je cherche un plan, je projette les villes sur ce plan, et je veux un plan qui respecte au mieux la forme du nuage, c'est bien ça? Qui respecte au mieux les proximités entre les points. Des points proches dans l'espace, j'attends qu'ils soient proches, ça c'est sûr, sur le plan. Des points proches sur le plan, j'attends qu'ils soient proches dans l'espace. Alors allons-y. Donc on clique là où il faut. Et voilà les résultats. C'est pas plus compliqué que ça quand vous êtes avec un logiciel, quel qu'il soit, bon, sur Factominer en particulier, puisque c'est ce dont on se sert ici. Bien. Alors voilà ce qu'on obtient. Qu'est-ce que ça nous visualise, ceci? Ça nous visualise la variabilité des profils de température. Alors, regardons quelques petites choses. Je vois Marseille et Montpellier côte à côte. Bon, ça veut dire que Marseille et Montpellier, vraisemblablement, ils n'ont peut-être pas des profils de température exactement équivalents, mais ils doivent avoir des profils de température très proches. Bien. Maintenant, je regarde Nice et Lille. Alors, Nice et Lille sont très éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des profils de température très différents. Bien. Et c'est bien ça l'idée. Je veux mettre en évidence des profils de température très différents. Alors, si je me limite au premier axe, c'est-à-dire si je cherchais une représentation axiale, je considère tout mon nuage raplati sur le premier axe, et dans ce cas-là, cet axe qui représente, je vous rappelle, la dimension de variabilité maximum, oppose bien Nice à Lille. Donc là, on retrouve, nous qui connaissons bien la géographie de la France, on retrouve cette idée que si on veut chercher les plus grands écarts de température en France, de profil de température, eh bien on va prendre par exemple Nice et Lille, le sud et le nord. Il y a des gens qui ont presque fait un film rien que sur cette idée-là. Donc vous avez ici cette notion de principal facteur, principale dimension de variabilité. Alors vous pourriez me dire, je fais un peu les questions et les réponses, vous pourriez me dire, dites donc, vous avez besoin d'une analyse de composante principale pour voir qu'à Nice et à Lille, il ne fait pas le même temps. Alors attention, je prends ici un petit tableau qu'on connaît bien, parce qu'on peut vérifier tout de suite la pertinence des résultats. Donc je ne prétends pas vous apprendre qu'à Lille et à Nice, il ne fait pas le même temps. Je ne prétends pas ça. Ce que je prétends, c'est d'avoir un outil qui met en évidence ce qu'il y a de plus important dans les données. Et pour rôder cet outil, je prends un jeu de données que je connais très bien, qui sont les températures en France. Je les connais bien parce que j'ai un peu voyagé en France, et je connais bien ma géographie. Si, pour être plus réaliste, je disais, attendez, on va prendre un vrai jeu de données réaliste, j'ai par exemple 35 poulets que j'ai soumis à différents régimes, j'ai des puces qui me donnent 10 000 variables qui sont l'activité des gènes. Et là, qu'est-ce qu'on va dire en interprétation? Rien. C'est très très technique. Donc là, je prends exprès des données qui sont peu techniques et qu'on connaît bien. Donc je ne vous apprends pas qu'à Nice, il ne fait pas le même temps qu'à Lille, je vous apprends pas ça. Par contre, je vous montre un outil qui sort bien ce qui est le plus important. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe, ici, qui oppose, alors on va dire plus globalement, Nice, Montpellier, Marseille, par exemple, avec Lille, Strasbourg, Grenoble, Vichy. Je crois que le point Clermont n'est pas bien placé sur votre graphique, c'est le mien qui est bon et c'est pas le vôtre.
il y a eu, je ne sais pas très bien pourquoi, un petit déplacement. Alors, ça, c'est la principale dimension de variabilité, c'est ce qui oppose donc Nice à Lille. Maintenant, je peux avoir envie de me poser la question, bon, bah, ok, j'ai bien compris. Et si maintenant je m'intéresse à une deuxième dimension de variabilité, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, la deuxième dimension de variabilité, on la voit, c'est celle qui oppose Brest à, on va dire, Lyon, Grenoble, Strasbourg. Ça, c'est la deuxième dimension de variabilité. Alors, bon, moi qui connais la géographie, je commence à voir un petit peu ce qui se passe, et je suis intéressé par cet outil automatique qui me sort ce qu'il y a de plus important à voir dans un tableau de données. Donc encore une fois, je prends un tableau de données facile, je m'assure que la machine que j'apprends, elle marche bien. Et puis après, j'essaierai sur des données plus compliquées. Alors maintenant, quelle est la signification plus profonde de tout ça? Bon, ben là, il va falloir rentrer un peu dans le cambouis. Et avant de rentrer dans le cambouis, je vous suggère de faire une petite pause. Alors, où en étions-nous? On avait un nuage de 15 points dans un espace à 12 dimensions. Donc quelque chose qui est totalement invisible pour nous, inaccessible à nos sens. On essaye de donner une image approchée. Qu'est-ce que ça veut dire une image approchée? Une image telle que les distances entre villes sur notre dessin ne sont pas trop différentes des distances entre les villes dans l'espace complet, puisqu'on sait les calculer, ces distances dans l'espace complet. Et voilà ce que ça nous donne. Et puis on regarde et on dit, ouais, tiens, c'est tout à fait intéressant. Nous qui connaissons bien ces données, on trouve des choses crédibles. Donc finalement, on pourra utiliser cette technique sur des choses plus difficiles. Bien. Alors simplement, on met en évidence une première direction de variabilité qui oppose en gros Nice à Lille. Maintenant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre Nice et Lille? Il faut que vous notiez ça, parce que tout le monde ne se pose pas la question en ces termes, et c'est comme ça qu'il faut se la poser. La machine nous dit, la plus grande variabilité, c'est entre Nice et Lille. Bien, maintenant, je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre Nice et Lille? Alors vous allez me dire, mais moi je sais. Non, ça ne m'intéresse pas que vous sachiez. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une machinerie automatique qui me donne la réponse. Parce que si ici, je sais répondre, quand j'aurai après mes 10 000 gènes, je ne saurai pas répondre. Donc il faut absolument une machinerie automatique qui me dise en quoi Nice diffère de Lille. Alors on sait bien, il y a un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait froid. Bon. Et ça, je veux que la machine me le dise. Allons-y.